Je vous remercie infiniment. Je remercie la Fondation Gabriel Péri de m'avoir confié, en tant que directrice des cahiers d'histoire, cette responsabilité de coordonner et d'animer un débat aussi important et aussi émouvant, je crois, pour beaucoup d'entre nous, même si nous savons la différence entre histoire et mémoire, mais on ne peut pas ici s'empêcher de conjuguer les deux et de réfléchir aussi sur ces articulations. Peut-être avant de vous donner la parole très vite, je voudrais aussi rendre hommage à notre ancien directeur de la Fondation, Michel Mazio, que j'associe profondément à ce choix, le nom de Gabriel Péri pour la Fondation, et aussi dont je salue le soutien et l'affection pour l'histoire, la très grande curiosité. Et évidemment, j'ai pensé profondément à lui, comme beaucoup d'entre nous, dans ce moment justement d'hommage et d'émotion. Et aussi, je voudrais associer à cette journée notre ami historien Roger Bourgeron, qui a été, parmi les historiens communistes, un de ceux qui s'est aventuré sur ces années très difficiles pour l'histoire du Parti communiste entre 1939 et 1940, sur lequel il a beaucoup écrit, et notamment écrit dans les cahiers d'histoire, dont il a été le responsable de la rédaction. Pour ma part, je dirais juste un mot sur lequel Serge a fini, c'est l'émotion face à la jeunesse du personnage dans son engagement. On y repense tous constamment. Avec Marie-Claude Lhuillier qui est ici, nous avons organisé des rencontres d'histoire sur la jeunesse cette année, et quelqu'un qui a 15 ans s'engage dans les jeunesses socialistes, c'était à la fois banal, enfin, relativement banal, tout qui a des responsabilités régionales à 20 ans. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir aussi dans le monde dans lequel nous sommes, sur la place à donner à cette jeunesse en politique. Donc, sur ces questions extrêmement complexes, dont je ne suis pas du tout spécialiste, je vais passer la parole aux spécialistes. Alors, mon rôle consistera, si j'ai bien compris, c'est surtout à contingenter le temps, ce qui n'est pas un grand bonheur intellectuel, mais qui est absolument indispensable à notre travail collectif. Donc, je vais commencer par donner la parole donc, à cette heure un peu intermédiaire, la simplifier, pour simplifier la tâche pour un quart d'heure, à Alexandre Courban, que tous les connaisseurs de l'histoire du communisme, et singulièrement de Gabriel Péri, connaissent bien, ont lu le livre, donc, notamment parmi d'autres productions de 2011. Et c'est un grand plaisir de retrouver donc, le savoir d'Alexandre sur le personnage de Gabriel Péri. Donc à toi, Alexandre, pour 15 minutes. Merci Anne, il faut que tu vois la présentation. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici pour évoquer la figure de Gabriel Péri, évidemment, mais c'est aussi de l'émotion. De l'émotion parce qu'il y a effectivement 80 ans, jour pour jour, il y a un peu plus d'une demi-heure. À 13h22, si on en croit la note du parquet de la Seine, datée du 6 janvier 1943, était fusillé Gabriel Péri. Gabriel Péri, auquel j'ai consacré plusieurs années de recherche, comme d'autres personnes ici présentes, et non. De l'émotion, nous avons quitté le terrain pour nous avancer plus vers les scientifiques des choses. Gabriel Péri, journaliste, telle est la commande, entre guillemets, qui m'a été passée, et c'est avec plaisir que je vais essayer en une dizaine de minutes, avant de céder la parole à Mathieu, de parler de Gabriel Péri, donc journaliste. Donc vous voyez l'un des rares documents qui nous a été permis de retrouver, à savoir une carte provisoire qui lui a été décernée pour pouvoir suivre les travaux de la conférence préparatoire pour le désarmement à Genève en 1927. Gabriel Péri qui écrivait ceci dans les notes de son autobiographie qu'il avait rédigée à la suite de son arrestation le 18 mai 1941. J'ai tenu ma profession comme une manière de religion, dont la rédaction de mon article quotidien était chaque nuit le sacerdoce. Et il y a déjà beaucoup de Gabriel Péri dans ces quelques mots. Dans le procès qui n'aura pas lieu, donc, il imaginait pouvoir se défendre en invitant le tribunal de Vichy à le considérer, entre autres, comme un journaliste. Car Gabriel Péri
il faut le rappeler, c'est avant tout un militant de l'écrit. Et il semble important de faire deux remarques à ce propos sur le rôle et l'importance de la presse dans le mouvement révolutionnaire à cette époque. La première chose, c'est qu'il faut avoir en mémoire la réflexion de Marx qui expliquait que l'actualité donnait à voir chaque jour la lutte de classe et ses effets, et qu'en tant que militant, il fallait s'intéresser tous les jours à ce qui se produisait à travers le monde pour voir comment évoluer le rapport de force. La deuxième remarque que je ferai, c'est que je rappellerai que dans les 21 conditions d'adhésion à l'internationale communiste, en figure une, la première, qui est consacrée aux questions d'agitation et de propagande. C'est donc dans ce contexte-là qu'il faut imaginer Gabriel Péry, militant de l'écrit. Un militant qui, grosso modo, a publié plus de 4200 articles entre 1921 et 1939, dont les 9/10 ont été publiés dans le quotidien L'Humanité. Ces autres contributions sont parues dans une dizaine de périodiques extrêmement variés, quotidiens donc, comme L'Humanité, mais aussi des hebdomadaires, comme La Vie ouvrière, des mensuels, comme le Cahier des bolchevismes, des ouvrages généralistes, comme par exemple Regard, ou encore des revues extrêmement spécialisées, comme la revue Chine. Des articles publiés aussi bien en France qu'à l'étranger. Je pense en particulier à ces quelques parutions parues dans cet hebdomadaire, ou ce mensuel outre-Atlantique New Racism. Et enfin, quelques-uns de ces papiers qui sont traduits entre autres dans le bulletin édité par l'Internationale communiste, la correspondance internationale. Ça, c'est pour dresser un panorama rapide de son activité de journaliste. Gabriel Péry, journaliste, c'est avant tout le chef de service de la politique étrangère à l'Humanité de 1924 à 1930. Mais c'est aussi le directeur politique du Prolétaire d'Argenteuil, qui se transformera en Progrès à l'occasion du Front populaire. C'est un envoyé spécial, on y reviendra, je pense, principalement à travers l'Europe. Bref, un authentique journaliste qui, fort de toutes ses expériences, s'impose peu à peu, à l'instar du directeur de l'Humanité Marcel Cachin ou encore de l'un de ses rédacteurs en chef, Paul Léon Couturier, comme un modèle de journaliste communiste. Gabriel Péry, c'est un homme qui avait une véritable passion pour le monde de la presse. Et j'en viens à un déroulé un peu plus chronologique. Dès l'âge de 13 ans, Gabriel Péry propose à ses camarades de lycée à Marseille, au cœur de la Première Guerre mondiale, de faire paraître un premier journal polycopié, dont à ce jour je n'ai pas trouvé de trace, qui s'appelle Le Diable Bleu, et qui part en hommage aux chasseurs allemands. L'idée étant de verser le produit de la vente à la caisse du sou du soldat. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le jeune militant de Marseille donc, intervient régulièrement dans les colonnes du Populaire de Marseille, qui est le quotidien socialiste de l'époque. Secrétaire des jeunesses communistes, Gabriel Péry collabore à un éphémère hebdomadaire régional, le Midi communiste, puis à l'Avant-Garde ouvrière et paysanne, avant même qu'il devienne l'un des dirigeants de la Fédération des jeunesses communistes en 1920. Cette activité éditoriale lui vaut d'ailleurs d'être assigné une première fois devant la justice et d'être condamné par la 11e chambre du tribunal correctionnel de la Seine à 6 mois de prison. Il a 21 ans. Par la suite, Gabriel Péry est engagé dans la réflexion autour d'un projet d'édition régionale de l'Humanité qui est alors édité à Nîmes, participe à l'aventure de ce qu'on a appelé Humanité du Midi, avant d'être nommé, je cite les archives, le compte-rendu du bureau politique de l'époque, avant d'être nommé à titre provisoire, donc à l'âge de 22 ans, en octobre 1924, responsable de la rubrique internationale de l'organe central du Parti communiste, c'est-à-dire l'Humanité. Il faut ici ouvrir une parenthèse et rappeler ce que représente alors ce journal L'Humanité dans cette période de l'entre-deux-guerres pour le mouvement communiste. En fonction des périodes, le tirage de ce journal oscille entre 100 000 et 500 000 exemplaires.
C'est le seul quotidien national dont dispose le mouvement communiste en France, et j'irai même plus loin, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, c'est le seul quotidien national dont dispose le mouvement communiste en Europe occidentale, dans un pays qui reste une démocratie libérale, à savoir la France. Ce journal, donc, où il restera en poste jusqu'à la saisie puis l'interdiction à la suite de la signature du pacte germano-soviétique en août 1939, ce journal, son journal, il détient une sorte de record de longévité, bien loin devant Marcel Duchamp ou encore Paul Vaillant-Couture. Il aurait pu d'ailleurs, ça a été murmuré ici ou là au décès de Paul Vaillant-Couturier, il aurait pu d'ailleurs lui succéder et en devenir le rédacteur en chef, mais le choix de la direction du Parti communiste de l'époque s'est porté sur un autre militant, un autre intellectuel, une autre figure, à savoir Georges Collier. Gabriel Péri, lui, est resté le spécialiste des questions internationales pour le quotidien français. Il suit donc, je l'ai dit, avec assiduité les conférences internationales, mais encore les sessions de la Société des Nations qui se réunissent à Genève. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être choisi et désigné par ses confrères pour devenir le représentant de l'Association des journalistes accrédités auprès de la Société des Nations en 1928, avec les félicitations de l'ambassadeur de France. Autrement dit, à l'heure où certains du haut de la tribune de l'Assemblée nationale désignaient le communisme voilà l'ennemi, d'autres voyant en Gabriel Péri une figure suffisamment large et ouverte d'esprit pour qu'elle puisse représenter l'ensemble des journalistes. Ce qui n'empêchera pas Gabriel Péri, comme d'autres militants, en particulier à la fin des années 20 et au début des années 30, d'être emprisonné, lui à la prison de la Santé, pour un article de presse hostile à l'Italie de Mussolini. Dans la suite de ce temps emprisonnement, il perd un certain nombre de ses responsabilités au sein de la direction du Parti communiste, puisqu'il est écarté du comité central, et ce, jusqu'à la veille du Front populaire. Ceci étant, quand bien même Gabriel Péri est emprisonné à la Santé pendant 1 an, quand bien même il est écarté de la direction du Parti communiste, c'est toujours à lui qu'on confie le soin de rédiger un éditorial consacré à la politique étrangère qui paraît donc dans les colonnes du journal avec 24 heures de retard, questions de fabrication qui sont liées à son emprisonnement, mais comme quoi il est d'un côté écarté ou mis à l'écart, mais d'un autre côté, il est difficile de se passer des compétences acquises et qu'il distille avec plus ou moins de talent dans les colonnes du journal. C'est dire en tout cas son importance. Importance donc qui l'amène à effectuer un certain nombre de reportages à travers l'Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, dont parfois les titres sont prémonitoires. Je pense entre autres à ce reportage en 1928 dans les Balkans, intitulé La soupe à poudre de l'Europe, ou encore un autre reportage en Espagne en 1934 intitulé L'Espagne entre deux combats. Je passe sur les reportages effectués à Londres, en Tchécoslovaquie ou en Afrique du Nord. Toutefois, je voudrais revenir, mais très rapidement, sur le long voyage qu'il a fait en Indochine au début de l'année 1934, puisque ce voyage va être pour lui l'occasion d'un retour au premier plan. Gabriel Péri s'embarque depuis Marseille pour l'Indochine au mois de janvier 1934, dans un contexte où la ligne politique du Parti communiste français, Parti communiste est loin d'être unitaire. Et lorsqu'il revient 4 mois plus tard, il est accueilli entre autres par la journaliste Étienne Constant, connue sous le nom de Sophia Youngou, qui s'avère devenir par la suite la maîtresse de Gabriel Péri. Lorsqu'il est accueilli par elle, qui est interviewé au regard, le Parti communiste est dans une orientation largement différente de celle de 4 mois auparavant, ce qui va lui permettre de revenir au premier plan, puisque Gabriel Péri profite pleinement de la nouvelle orientation politique de l'internationale communiste.
Sa réélection comme député d'Argenteuil au printemps 1936 le conforte dans son rôle de porte-parole officiel du Parti communiste sur les questions internationales, et ce jusqu'à la crise de Munich en octobre 1938. On a donc là, la veille de la Seconde Guerre mondiale, un journaliste qui est bien plus qu'un journaliste, comme on va le voir tout au long de cette journée. Et pour conclure sur ce rapide aperçu du parcours de Gabriel Péri, avant qu'on aborde la question de fond l'Espagne, je souhaiterais vous lire un extrait d'un poème qu'avait composé Nazim Hikmet en son hommage et qui rend compte de l'image qu'on avait de Gabriel Péri dans les bureaux du journal L'Humanité. Son cœur et sa tête étaient partout présents, en Chine, en Abyssinie et en Espagne. Il vous écoutait avec une attention patiente, avec sa pipe, son papillon pointillé et sa veste d'une coupe impeccable et sa politesse légèrement ironique. Combien de fois l'a-t-on vu au meeting, prédisant aux hommes le bonheur à propos de tout et malgré tout, et au Palais Bourbon, protégeant la France comme l'honneur de sa sœur. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandre pour ces évocations très riches qui ouvrent beaucoup de pistes, mais pour aussi le respect du temps. Je vais passer la parole à notre collègue Anne Mathieu, qui est une grande spécialiste de l'entre-deux-guerres, qui vient de publier un livre dont la référence a été indiquée en 2021, donc autour de ces points levés. Et cette importance de l'écrit dans la vie politique, et notamment ici, singulièrement dans les luttes antifascistes pendant la guerre d'Espagne. Aussi, bravo pour la revue ADEN, et je salue l'activité de tous ceux qui font vivre des revues, qui contribuent aussi aujourd'hui à cette importance de l'écrit dans notre vie sociale et militante. Donc, Anne, je te donne la parole pour également quelques minutes. Merci beaucoup, Anne, de cette introduction très chaleureuse, et j'en profite pour remercier d'ailleurs, si c'est un exercice convenu, mais vous allez voir, ça n'est pas tant que ça, la Fondation Gabriel Péri, et notamment Guillaume Roubaud, de m'avoir proposé d'intervenir en son sein, dans cette journée, à la fois de mémoire et historique. Et moi, je me situerai simplement du côté de l'histoire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, avant d'être spécialiste de la presse de l'entre-deux-guerres, antifasciste et des intellectuels pendant la guerre d'Espagne, je fus une spécialiste de Paul Musan. Et je pense que son fils Patrick serait très heureux de me pouvoir intervenir aujourd'hui. Son fils qui aimait beaucoup Gabriel Péri. En tant que responsable de la politique étrangère de l'humanité, Gabriel Péri se préoccupe bien entendu du cas de l'Espagne. L'Espagne d'avant le coup d'État de juillet 1936, sur lequel je ne reviendrai pas ici. L'Espagne durant la guerre qui va l'ensanglanter de la mi-juillet 1936 au 1er avril 1939. Sa responsabilité induit qu'il suit la situation de la péninsule ibérique par l'intermédiaire de ses confrères publiant sous sa houlette, mais également, et c'est ce dont je vais vous entretenir, par les articles qu'il produit, qui sont en fait peu nombreux, comme l'a rappelé Alexandre Courbon dans son ouvrage. Fait notable, la première participation de Gabriel Péri à l'événement de la guerre d'Espagne s'effectue par le genre journalistique du reportage, avec une série de 7 articles. Péri est en effet à Barcelone à partir du 6 août 1936, où il loge, comme il se doit, à l'hôtel Colonne, qui était le siège du PSUC, puis à Madrid à partir du 10, et son dernier reportage en humanité est publié le 20 août. Toutefois, j'ai pu questionner dans mon ouvrage le genre journalistique de ces articles, car ils n'ont que peu de choses à voir avec des reportages, et constituent surtout des commentaires de la situation espagnole, hormis une interview le 15 août de José Rijal, président du Conseil, dont vous voyez l'image ici. Dans son dernier reportage, Péri relate une réunion. Alors, comme à mon habitude, je cite énormément les articles.
Une femme domine de son autorité le groupe de militants valeureux que tant de responsables accablent. Elle embrasse tout de son clair regard. C'est Dolores Ibarruri, la Pasionaria, dont le nom est connu désormais et chéri des antifascistes du monde entier. La Pasionaria ne tient pas en place parce qu'elle est restée 2 jours loin de la ligne de feu. La Pasionaria n'est pas seulement aujourd'hui le militant ouvrier le plus populaire d'Espagne. Son autorité s'impose aux pays républicains. La Pasionaria, c'est l'Espagne. Fin de la citation. Autrement dit, le Parti communiste. La date de l'accord de non-intervention, 21 août 1936, approche. Les insistances de plus en plus grandissantes en cette mi-août chez les reporters communistes de l'importance du Parti communiste en Espagne annoncent les orages à venir des semaines suivantes, dont je ferai état brièvement plus tard. Il est toutefois indéniable que Dolores Ibarruri, dès ses premières semaines, est devenue l'icône de la résistance au coup d'État. Le 6 août, son visage a recouvert la une de regard grâce à Chim, qui deviendra un des photoreporters les plus célèbres du XXe siècle. La guerre des images pour la République espagnole est lancée. Elle est aussi celle d'une bataille à l'intérieur du mouvement antifasciste. Exemple de cette guerre des images, les hebdomadaires illustrés tels Regard, communistes, ou Vue, plutôt Front populaire, offrent chaque semaine à partir du coup d'État leur couverture à la guerre d'Espagne, mettant en avant qu'ils sont au cœur de celle-ci avec leurs reporters et photoreporters. Par exemple, le 29 juillet, Vue va titrer « Nos photographes en Espagne, guerre civile, vision d'horreur » ou le 30 juillet, Regard, « L'Espagne contre les traîtres fascistes », article de Gabriel Péri et de notre envoyé spécial Georges Soria. Car Péri est aussi un collaborateur de Regard, Alexandre Courban nous l'a indiqué tout à l'heure, auquel il va livrer quelques articles de commentaires et de reportages entre juillet 1936 et la fin de la guerre d'Espagne. Avec ses camarades communistes ou compagnons de route, Gabriel Péri va dénoncer l'accord de non-intervention signé le 21 août 1936. On remarque alors un terme récurrent, la désignant chez plusieurs d'entre eux, celui de comédie. Nous le relevons par exemple sous la plume d'un autre intellectuel communiste, Jean-Richard Bloch, lorsqu'il relate a posteriori dans l'Europe les divers ressorts de ce film diplomatique, et sous celle du commentateur Gabriel Péri dans l'Humanité du 7 octobre. Je le cite, « L'impotent comité de non-intervention qui tient une séance hebdomadaire à Londres se refuse à examiner les griefs espagnols. Quand donc cette comédie odieuse va finir ?» Une interrogation d'autant plus vigoureuse que Péri est accrédité à la Société des Nations, à la SDN, et que c'est en son sein qu'il va produire, en fait, entre septembre 36 et septembre 37, son plus grand nombre de papiers sur l'Espagne. Dans un reportage écrit de Genève, qu'il livre à Regard le 17 octobre, il regardera de nouveau le comité de non-intervention. Il vient d'assister à la déposition devant l'Assemblée de la SDN du valeureux ministre des Affaires étrangères, Álvarez del Valle. Et voilà ce que Gabriel Péri écrit. Il y a le livre blanc espagnol, il y a la mémoire de la commission britannique d'enquête. Qu'en pense le comité de Londres? Le comité de Londres est résolu à n'en rien penser, car, écoutez bien, il ne peut considérer que les faits qui lui sont soumis par un des gouvernements représentés dans son sein. On étouffe dans cette atmosphère de tragicomédie. Le terme de comédie s'inscrit, lui, dans la thématique générale du mensonge. Associée à cette condamnation de mensonge, apparaît à la mi-octobre dans la presse communiste une condamnation morale pour qualifier la non-intervention. Le même jour que son reportage en Regard, Gabriel Péri signe l'éditorial du bulletin du communautaire en langue française, la correspondance internationale. Il y rend compte de la dénonciation par l'URSS de l'hypocrisie de la prétendue non-intervention, argumentant que la rébellion fasciste espagnole porte la marque de fabrique hitlérienne. Les déclarations de l'URSS annoncent sa rupture prochaine avec le pacte de non-intervention effective le 23 octobre. À partir de ce moment-là, l'URSS va accentuer son aide à l'Espagne. Rupture que Jean-Richard Bloch salue ainsi dans l'Europe, opposant au mensonge de la non-intervention la vérité de l'Union soviétique. Quel soupir, quel cri de soulagement le 23 octobre dans le monde. Enfin, une parole de sincérité, une parole de courage. Cette rupture est surtout relatée par les commentateurs communistes, dans la presse antifasciste que j'ai dépouillée entièrement, et Gabriel Péri n'est bien entendu pas en reste. Pour l'honneur de l'Europe, écrit-il,
l'URSS a brisé le contrat qui, violé par une partie des contractants, n'était plus l'escroquerie. Mensonge, hypocrisie de la non-intervention trouvent leur opposition dans la vérité et la sincérité de l'URSS, sans omettre le courage de cette dernière, assurément digne de celui des combattants républicains, bien entendu, dans le discours journalistique communiste. Quant à la notion de guerre civile, elle est interrogée dès les premiers mois de la guerre par juste quelques journalistes. Le 5 novembre, dans l'Humanité, le commentateur Gabriel Péri déclare « L'Espagne n'est pas le théâtre d'une guerre civile. L'Espagne est victime d'une agression étrangère. » Si le constat est ici exagéré, la réfutation de l'appellation guerre civile est importante, car elle marque les premiers questionnements de celle-ci. De façon corrélée au refus d'appellation de guerre civile, intervient un débat sur l'usage du terme volontaire, récusé par les journalistes de la gauche et de l'extrême gauche en ce qui concerne les troupes italiennes et allemandes. Car, comme l'indique Gabriel Péri dans un article publié le 2 mars 1937, il est inadmissible de mettre sur le même pied toutes les forces étrangères qui se trouvent en Espagne, opposition répétée dès le mois de décembre par nombre de commentateurs, dont Paul Nizan, que je vais citer ici maintenant. Il nous paraît singulièrement grave de confondre, comme la note anglaise le fait, les volontaires authentiques qui, individuellement, au nom d'une conviction personnelle, sont allés combattre pour la liberté et les unités des armées régulières, envoyées en service commandé par Rome et par Berlin. Ce refus de l'appellation guerre civile, même alors marginale, indique en tout cas que le débat sur la présence des unités allemandes et italiennes en Espagne débouche sur un autre qui lui est lié, celui du danger que revêtent ces activités militaires pour l'Europe et la France, danger qui avait déjà été envisagé principalement au dernier quadrimestre 1936. Ce sont des armées de conquête, selon Gabriel Péri, qui usent de cette appellation à plusieurs reprises. Ce sont les intellectuels communistes qui développent principalement le danger pour la France. L'éditorial de Marcel Cachin du 28 février 1937 résume ainsi la position du parti et de son organe quotidien. Car, nous le répétons, Hitler et Mussolini poursuivent en Espagne un plan très clair. Ils ont expédié à Franco pour plusieurs centaines de millions d'armements et des dizaines de milliers de soldats, d'officiers, de techniciens. Ils ont procédé à ces envois massifs et à ces sacrifices énormes d'hommes et d'argent dans le dessein, dans cette fait la France, de s'assurer des bases maritimes et terrestres au sud-ouest de l'Europe. Et Gabriel Péri, dans l'hebdomadaire illustré Regard, livre en ultime phase de son article une métaphore qui traduit visuellement cette perspective inquiétante. Mais demain, si l'on continue, il y aura des Pyrénées hérissées de baïonnettes fascistes et hitlériques. Quelque temps après, les bombardements sur la capitale du Pays basque espagnol, Bilbao, remotiveront son discours. Le sort de cette ville deviendra en effet un des arguments pour la défense de la France. Ici, en péroraison d'un article, donc en conclusion, d'un article de juin 1937. On l'écoute. La cause de Bilbao, c'est l'Allemagne installée à la frontière sud-ouest française. La chute de Bilbao, c'est l'Allemagne maîtresse du minerai. Pour le salut de la paix, pour le salut de la sécurité française, il faut sauver Bilbao. Pendant plusieurs mois, le camp antifasciste d'Espagne en France se veut uni face au fascisme déferlant en France. Toutefois, y regarder de plus près, quelques signes de tension apparaissent. Parmi ceux-ci, l'un est suscité par Gabriel Péri, qui, le 10 août 1936, effectue une mise au point dans l'Humanité sur la question de l'incendie des églises. Mise au point qui est, il est important de le souligner, la seule véritable offensive, à ce moment-là, dans un concert unanimiste de justification des églises, des incendies d'églises. Je veux répéter ici, pour la 100e fois, cette vérité élémentaire qu'aucun observateur sérieux des choses d'Espagne ne peut contester. Assez utile. Brûler les églises n'a jamais été un article du programme communiste. Jamais un communiste français n'a recommandé d'incendier une église. Mais il est l'obligeance de ne pas oublier ce détail. En Espagne, à chaque tentative de la contre-révolution, les églises se sont transformées en centres militaires, en forteresses où les mitrailleuses tiraient sur la tête. Ces brefs propos annoncent les procès, et nous sommes là pour faire aussi de l'histoire,
envers les anarchistes qui ne vont cesser de s'amplifier au fil des mois. L'un d'entre eux, alors, répond à Péry. Il s'agit de Trenko Serp, qui est un militant anarchiste, dans son éditorial de l'organe hebdomadaire des fédéralistes anarchistes, La Voix libertaire du 15 août. J'ai lu dans l'Humanité cette chose à peine croyable. Les communistes empêchent l'incendie des églises. Donc il répond très clairement à Péry. C'est sans doute pour rassurer M. Marc Sangnier et tous les bons catholiques adhérents du Popufront. Oui, mais si l'UMA et ses amis catholiques feignent de l'ignorer, nos amis espagnols, eux, savent pertinemment, l'ayant appris à leurs frais, à quoi servent les églises en temps des lieux fascistes. Elles constituent autant de forteresses hérissées de fusils et de mitrailleuses. Il y a au moins un terme sur lequel tout le monde s'entend, et en comparant plusieurs périodiques, je m'en suis aperçu, c'est celui de forteresse. Révélatrice, ce terme, comme la guerre moderne de la barbarie est désormais à l'œuvre, et elles tairont ou atténueront pour un temps les querelles et les détestations. Pour un temps seulement. Cet article de Gabriel Péry annonce les accusations auxquelles il se livrera au moment des fameuses journées de mai 1937. À ce moment-là est menée une offensive contre le POUM, qui est un petit parti anti-stalinien et considéré à ce moment-là comme trotskiste, principalement alors par deux dirigeants de l'Humanité, son directeur Marcel Cachin et son responsable de la politique étrangère Gabriel Péry. Ce dernier livre, vers le mi-temps des journées, le 6 mai, un article de commentaire où il renvoie la responsabilité de celle-ci sur les anarchistes et les communistes. Les premiers se retrouvant éclaboussés par l'insulte d'hitlérien, habituellement destinée aux communistes, puisque trotskistes. L'origine des événements tragiques, écrit-il, n'est pas douteuse. Le masque anarchiste dont s'étaient attribués les responsables de la sédition ne trompe personne. Ils étaient des agents de Hitler et de Franco. Donc la langue de bois organique est en quelque sorte ici à son apogée, et c'est un des rares moments où on trouve cela, justement, sous la plume de Gabriel Péry, et c'est particulièrement intéressant, justement. Et donc maintenant, je vais en revenir à justement le reste, c'est-à-dire la guerre contre le fascisme. À l'été 1936, l'optimisme est de mise. Chaque jour qui passe marque un avantage pour le gouvernement de Madrid, qui peut désormais envisager l'avenir avec une confiance absolue, affirme un journaliste éminent de l'organe socialiste populaire entre deux. Cette confiance irradie alors tous les périodiques, et les reporters la traduisent par l'état d'esprit qu'ils observent dans la péninsule ibérique, tel par exemple Serge Audrin, qui est un reporter de l'Humanité sur le front de Saragosse. Tout le monde est serein, car on est sûr de la victoire. Même sûreté chez le commentateur Gabriel Péry, dans Regard à la fin juillet. Demain, nous en sommes sûrs, le front populaire espagnol aura vaincu. Quelques mois après, passé l'engouement suscité par la victoire remportée à Madrid, s'enchaînent principalement, à partir du premier trimestre 1937, les nouvelles désastreuses. D'abord, Malaga. Dans l'exemple de son article du 10 février dans l'Humanité, Gabriel Péry alerte. Malaga est tombé. Madrid résiste, mais il est incontestable que la pression des armées ennemies s'accentue sur la capitale espagnole. Inutile de masquer la vérité. La situation n'a jamais été aussi grave pour la République espagnole, c'est-à-dire pour la paix, c'est-à-dire pour la France. Puis, le 28 avril, toujours dans l'Humanité, il va continuer à inscrire son discours dans cette thématique de la vérité, et si, au mois de février, il ne fallait pas la masquer, en avril, il ne faut pas la dissimuler. Ne le dissimulons pas. Depuis 3 jours, la situation sur les fronts espagnols revêt un caractère d'extraordinaire gravité. Bloqués sur le front de Madrid, rebelles et interventionnistes déploient dans le Pays Basque un effort désespéré. L'intervention active des avions allemands et italiens leur a assuré, avant hier, la possession de Durango et d'Aibar. Sans doute, la résistance républicaine force-t-elle l'admiration par son courage et son héroïsme. Mais n'oublions pas les conditions dans lesquelles elle se poursuit. Les républicains se battent contre l'armée du Duce et contre l'armée du Führer, auxquelles s'ajoutent des Somalis et des Monts. Si Péry écrivait en février que la situation n'avait jamais été aussi grave, la guerre lui commande de relativiser sans cesse les notions censées être immuables, puisqu'une extrême gravité en remplace une autre tout aussi extrême. Outre l'état des lieux auquel il se livre ici, un événement a en effet bouleversé les réflexions que l'on pouvait émettre jusqu'à ce jour. Et j'approche de la fin. Ce 28 avril, il poursuit. Hier eut lieu le bombardement de Guernica par l'aviation allemande. Il s'agit du plus terrible bombardement de la guerre. Guernica est l'ancienne capitale de la Biscaye. Elle a été complètement détruite.
10 000 habitants, hommes et femmes, y vivaient encore. Le nombre de ceux qui périrent dans l'incendie est incalculable de l'aveu même des agences de presse. Les avions allemands et italiens volaient à une faible hauteur et bombardèrent la population pendant plusieurs heures dans la ville et autour. Cette population était exclusivement civile. Guernica n'est pas un centre stratégique, aucun soldat n'y séjournant. Mais il y avait des hôpitaux et des blessés, et des blessés ont été brûlés vifs. Les fascistes ont battu hier tous leurs records, leur record de Badajoz, leur record de Malaga. Guernica apprend aux reporters, aux éditorialistes, aux commentateurs, que le pire peut toujours advenir, que Madrid peut difficilement ouvrir un avenir sans nuages quand Guernica brûle. Ce pire prendra bientôt les visages d'Almeria et des réfugiés de Bilbao. Vient le 16 mars 1938 et avec lui un nouveau bombardement sur Barcelone, perpétré par les Italiens. Le 18, l'Espagne occupe de nouveau toute la place de la Lune de l'Humanité. Barcelone, pilonnée par les avions de Hitler et de Mussolini, plus de 500 morts au tableau de la non-intervention. Le 19, le quotidien communiste s'écrit « Assez, assez ! Barcelone 18 fois bombardée en 40 heures ». L'article de commentaire de Gabriel Péry s'ouvre en première page avec une introduction où il s'adresse à ses camarades. Camarades, écoutez bien ceci avant de partir tout à l'heure profiter du repos de votre fin de semaine sur les routes ensoleillées de France. En 40 heures, Barcelone a été bombardée 18 fois. Vous entendez bien? 18 fois. À ce rythme, que restera-t-il demain de la magnifique capitale de la Catalogne? Le ton oratoire et crépusculaire avec lequel s'exprime ici Gabriel Péry témoigne d'un tournant dans la guerre, dans les esprits également, même des plus militants. Des mots, des motifs discursifs qui montrent aux chercheurs que l'on savait, début 1938, et même avant chez d'autres journalistes, que l'Espagne républicaine, antifasciste, était bien vaincue, serait bien vaincue, et qu'avec elle, la France et l'Europe seraient emportées. Péry, comme d'autres, Gabriel Péry comme d'autres, avait compris que les amendements successifs et les reniements des principes ne conduisent qu'à une seule chose, la défaite. Je vous remercie. Juste un instant, je voudrais profiter de cet intermède pour saluer la présence de Jean-Paul Lecoq dans notre assemblée, qui est député communiste du Havre et qui est membre de la commission des affaires étrangères ici et qui, je pense, s'efforce de continuer de porter une voix qui s'inscrit dans une forme de continuité, on va dire, en tout cas, de celle de Gabriel Péry. Merci, Jean-Paul. Merci aux deux intervenants. Donc, la parole est à la salle. On va se donner une dizaine de minutes et je recommande aux prochains intervenants de bien compter leur temps s'ils ont encore des relectures à faire. Sinon, on aura du mal à finir puisque l'on doit quitter cette salle comme ça a été annoncé à 16h45. Voilà, donc prenez les micros qui sont dans les allées, ne parlez pas trop longtemps, présentez-vous et voilà, ensuite nous donnerons la parole à nos intervenants pour vous répondre. Peut-être que oui, si vous voulez bien parler dans le micro. Peut-être que l'on m'entend, non? Non. Vous devez bien vous présenter. Jacques Pinault, j'habite Montreuil, avenue du président Wilson qui croise l'avenue Gabriel Péry. Les deux n'ont peut-être pas grand-chose à voir. Je t'aime pour le coup. Voilà, c'est bon. Alors, je recommence. Jacques Pinault, j'habite Montreuil, avenue du président Wilson qui croise l'avenue Gabriel Péry. Les deux n'ont probablement pas grand-chose à voir. J'ai d'abord des questions pour M. Courbon, parce que j'ai lu l'article ce matin dans l'Humanité, et ça va déjà faire avancer sur ce terrain. Je voudrais une petite question de détail. Vous n'avez pas très bien compris le contexte dans lequel un ambassadeur félicite en quelque sorte Gabriel Péry. Deuxièmement, on croit à l'époque un article anti-Mussolini était passible en train d'une peine aussi
importante. Et la troisième question concerne, oui, je suis resté un peu étonné, qu'est-ce que c'est le modèle d'un journaliste communiste? Madame Mathieu, qui vient d'intervenir, j'ai été, je dois le dire, un peu déstabilisé, pardon. J'avais enfin une certaine vision sur la guerre d'Espagne que je qualifie enfin dans mon esprit de guerre civile. J'avoue que je me sens un petit peu perdu aujourd'hui. Merci de me répondre, comme l'on dit dans une certaine émission. Merci. On va peut-être prendre une seconde question avant les réponses et puis je crois qu'on clôturera ce débat. Vous me taquinez. Olivier Le Troquer. Il faut appuyer en bas, à la base du micro. Ne soyez pas trop long, essayez de poser des questions. Merci. Bon, je vais être très court. Merci beaucoup pour ces magnifiques interventions. Une question seule à Mathieu. Est-ce qu'elle peut préciser un tout petit peu, j'ai trouvé ça très intéressant, mais trop pénible par manque de temps, ce qu'elle a mentionné de l'article de Gabriel Péry sur le POUM et sur la question, évidemment, de la politique et d'une guerre civile dans la guerre civile, si on peut dire ça comme ça, à Barcelone, entre les anarchistes, le POUM d'un côté, et d'autre part, les communistes. Et l'intervention, du coup, également de l'agent de la de l'international communiste. Donc, voilà, je ne pourrais pas développer beaucoup, mais je trouvais ça extrêmement intéressant. Merci. Alors, je vais faire une entorse pour mon ami François et après, on va clore les débats. Donc, je suis très partiale, excusez-moi. Je vais éteindre le micro. Pour le prochain débat. François Caldor. Je suis frappé par le contenu des articles de Gabriel Péry et la présentation qui vient d'être faite sur le caractère terroriste des interventions militaires qui se sont passées en Espagne sans discrimination par rapport aux forces armées sur la population. C'est une chose absolument abominable, et cet aspect terroriste sans discrimination contre les populations civiles va être repris, hélas, par les forces colonialistes dans la période qui va débuter en 1945 dans les luttes anticoloniales. Cet aspect terroriste pour démobiliser les populations et les faire soumettre est une chose extrêmement importante que Gabriel Péry a soulignée. Merci. Donc, nos deux intervenants, Alexandre Corban et Anne Mathieu, questions. Alexandre nous propose de commencer. Je commence. Alors, sur la notion de visibilité, c'est bien en plus que cette question, ça permet de revenir sur cette appellation. Je pense que donc ça intéressera tout le monde. Donc, je vais essayer d'être brève. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit tous les articles antifascistes sur la guerre d'Espagne, comme je vais ainsi dire fait, c'est qu'on s'aperçoit que cette appellation de guerre civile est interrogée dès le début de la guerre d'Espagne, et notamment, donc, je l'ai dit, par Gabriel Péry. Et pourquoi elle est interrogée? Comme à un moment donné, je cite Nizan, mais d'autres l'ont dit, c'est parce qu'on ne peut pas mettre, on n'a pas affaire à un moment donné à une guerre civile à partir du moment où vous avez des armées étrangères qui interviennent sur le sol espagnol. Et cette question est absolument passionnante parce qu'elle renvoie à des débats que nous avons aujourd'hui en Espagne, où on refuse, enfin, une certaine frange politique, alors la droite et l'extrême droite en Espagne, bien entendu, mais aussi une partie de la gauche espagnole et notamment intellectuelle, a dérivé, moi j'emploie le terme en l'assumant totalement, depuis ces dernières années, sur une caractérisation justement de la guerre d'Espagne, qui n'est pas une guerre d'Espagne, qui est une guerre civile et une guerre fratricide.
Donc, si vous voulez, ça permet de désidéologiser totalement cette guerre, qui était une guerre profondément, bien entendu, qui se déroulait sur le sol espagnol, mais qui était une guerre contre le fascisme. Et le fait de revendiquer cette notion de guerre civile est systématiquement lié dans le discours journalistique de droite conformiste ou d'une gauche plus de centre-gauche, si vous voulez, à l'époque, elle est revendiquée justement pour ne surtout pas dire que c'est le fascisme qu'on combat en Espagne, parce que c'est ça, en fait, la chose. Et elle est systématiquement, donc je le répète, corrélée à l'expression de guerre fratricide. Donc, vous voyez, ces Espagnols, qui en plus, tout ça est bien entendu lié à des stéréotypes aussi sur les Espagnols. Ces Espagnols, qui sont quand même, c'est un pays pauvre et qui ont sang chaud, donc ils se battent entre frères, puis voilà, quoi. Mais c'est pas autre chose. Vous voyez, l'idéologie, elle est très loin de tout ça, bien entendu, puisque ils n'ont pas des capacités de réfléchir, parce que ça, c'est des choses qu'on trouve sans arrêt dans la presse française. Je ne suis pas en train de galvauder quoi que ce soit. Donc, je trouve très intéressant que ceci soit posé dès les années 1930, notamment au début par quelqu'un comme Péry et aussi par juste quelques intellectuels à ce moment-là, puis ensuite, ça va être posé plus largement. Et donc, voilà. Donc, en Espagne, quand j'y vais, dernièrement j'y étais, j'ai réexpliqué ça parce que c'est complètement en prise avec les débats qu'ils ont aujourd'hui, ou les débats qu'ils n'ont pas, malheureusement d'ailleurs. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Sur le POUM, je sais plus exactement quelle était la question, mais en tout cas, il y a à un moment donné, donc, comme je le disais, une offensive qui va être menée chez les communistes contre le POUM, mais bon, alors ça, ce serait beaucoup trop long à développer, mais en fait, là, au moment des journées de mai 37, contrairement à ce qu'une mémoire, là, j'insiste bien, une mémoire anarchiste ou d'extrême gauche en France a voulu, à colporter, l'offensive contre le POUM va être après les journées de mai 37, en 38, etc. C'est-à-dire qu'au moment de mai 37, en fait, on en parle très très peu dans la presse communiste. Mais il y a quelques articles, dont ceux de Péry, qui mènent cette offensive et anti-poumiste en disant, alors je n'ai pas tout cité tout à l'heure, mais bien entendu, quand on connaît la période, en disant que le POUM ce sont des trotskistes, que les anarchistes, l'anarchie de toute façon c'est pas une idéologie, donc voilà. Mais on a deux articles de Péry à ce moment-là. Après, moi je suis obligée de les mentionner à partir du moment où je parle de Péry pendant la guerre d'Espagne, parce que ça fait partie aussi de l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement communiste, et j'insiste sur le terme de mouvement ouvrier en général, parce qu'on voit aussi les divergences qu'il y a à l'intérieur de la place d'extrême gauche sur ces questions-là, qui sont absolument passionnantes, mais ce n'est pas le propos ici. J'espère que je vous réponds. Voilà. Merci. Oui, très rapidement sur les quelques questions posées et dans l'ordre. Pour ce qui est de l'ambassadeur, Gabriel Péry, effectivement, est félicité par un ambassadeur français, alors qu'évidemment Péry, journaliste communiste, etc. Donc il y a une sorte sinon de contresens en tous les cas, de choses étonnantes. C'est comme si vous me permettez cette digression, c'est comme si l'ambassadeur Martignon avait adressé à Pierre Barbancé du journal L'Humanité ses félicitations pour ses reportages sur la situation en Afghanistan, et que l'ensemble des journalistes des services de politique étrangère des quotidiens français avaient désigné le même Pierre Barbancé pour les représenter auprès d'une organisation internationale type ONU. Voilà, pour vous donner un peu le contexte anachronique, mais qui, je pense, éclaire mieux les choses. Pour ce qui est de l'article sur Mussolini, alors c'est une histoire juridique, c'est-à-dire qu'on considère que l'article est un appel au meurtre, donc, comme c'est un appel au meurtre, il est condamné pour cet appel. Et enfin, pour finir, sur modèle journaliste, donc c'est une gageure de vouloir répondre en 2 secondes, où il faudrait peut-être 2 jours. Disons pour faire
très court que l'article cité Anne Mathieu est l'antithèse, justement, de mon point de vue, de ce que Gabriel Péry écrit d'habitude. C'est un journaliste élégant. C'est pas quelqu'un qui manie l'anathème pour disqualifier ses adversaires ou ses ennemis. C'est un journaliste qui s'aventure sur tous les terrains, y compris des terrains fort éloignés de ceux qui peuvent intéresser directement la stratégie de l'Internationale communiste. Il a envie de partager avec les lecteurs du journal Humanité ou des autres publications auxquelles il participe, il a envie de partager son savoir et de leur donner à découvrir ce qu'il se passe dans le monde concrètement et de la façon la plus simple possible. C'est un journaliste exigeant. Il n'est pas toujours facile à lire aujourd'hui en tous les cas. Il peut utiliser des termes qui peuvent paraître compliqués. Et dans le même temps, je me souviens d'un camarade aujourd'hui disparu qui, à l'époque, sur le viatique que lui donnait sa maman en 1934, quand il était garçon boucher, lisait l'Humanité et se précipitait sur les articles de Gabriel Péry, entre autres, où il m'a raconté par la suite avoir découvert la marche du monde à travers des articles comme celui-ci. Moi, je ne peux que vous inviter à lire quelques-uns des articles sur Gallica ou autres, et vous verrez qu'il y a un style, une élégance, une façon de découvrir, et que, hormis, et je terminerai là-dessus, hormis quelques moments où il est en service commandé et où il ne peut pas se défausser sur d'autres pour écrire sur une situation sur laquelle lui n'a pas envie d'écrire, puisque quand il n'a pas envie d'écrire sur une situation en général, il charge d'autres. Pour l'Espagne, ça va être Georges Soria, mais pour l'Allemagne, ça va être Marius Manien. Voilà, hormis ces quelques situations-là, il est très rare qu'il use de propos à la tête.